Bienvenue dans ce nouvel épisode de En bord terrain. Aujourd'hui on se retrouve avec un invité un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas d'un joueur et je vais le laisser se présenter lui-même. Alors je m'appelle Thibaut Giroud et je suis responsable de la performance de l'UBB depuis un an. Alors Thibaut, y a pas mal de monde qui connaît le préparateur physique de l'équipe de France, le préparateur physique de l'UBB, mais il y en a peu qui connaissent l'athlète. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours déjà ? Écoute, mon parcours il est un petit peu, même beaucoup atypique. J'ai beaucoup voyagé, pris des chemins un petit peu différents à chaque fois. J'ai commencé dans le ski, j'ai été au port du haut niveau dans le ski parce que je suis né à Grenoble. Donc c'était un petit peu naturel d'aller vers le ski dans cette région-là. Et puis je suis arrivé chez les jeunes à faire des compétitions FIS, à faire des compétitions internationales. Et puis le ski à l'époque, ça coûtait très cher. Et puis il n'y avait pas, si tu veux, dans les années 80-90, t'avais pas peut-être l'accompagnement que tu peux avoir maintenant sur les partenaires, les sponsors, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient à la charge de tes parents. Donc j'ai un petit peu lâché l'affaire, je me suis dirigé vers un autre sport complètement différent qui est le football américain. Ça m'a permis de partir, de commencer à Grenoble d'abord, après de partir sur le continent nord-américain, puis d'avoir ma chance aussi professionnelle dans plusieurs pays. Il y avait une ligue à l'époque qui s'appelait la NFL Europe, donc ça m'a permis de pouvoir connaître le niveau professionnel dans ce sport qui est un sport assez méconnu, c'est une niche assez méconnue en France surtout. Donc ça m'a permis de voyager beaucoup, que ce soit aux US, au Canada. Après, je suis parti en Allemagne, en Espagne, en Hollande, etc. Et puis après, j'ai bifurqué sur un autre sport complètement différent, rien à voir, un sport d'hiver. T'es revenu au sport d'hiver du coup ? Ouais, je suis revenu au sport d'hiver, le bobsleigh. Alors pareil, un sport, une niche. Et en fait, si tu veux, j'étais un sprinter d'assez bon niveau, mais pas un sprinter de très haut niveau pour être capable de faire que ça et de pouvoir vivre de ça. Donc du coup, le bobsleigh m'a permis de pouvoir atteindre le très haut niveau, notamment les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe, tout le circuit Coupe du Monde, etc. Et c'est vrai que j'ai connu le très haut niveau français du bobsleigh. On était deux bobs dans les 5 mondiaux pendant 4 ans. J'ai fait 2002 Salt Lake City, j'ai fini là-dessus. Donc voilà, ça m'a permis de connaître le très haut niveau. Alors c'était pas un sport très ludique. Mais adrénaline mais de voilà, fou. c'était une adrénaline de fou. C'est un sport où les qualités athlétiques sont vraiment prédominantes parce que nous on est des pousseurs, on était le moteur du truc. Donc voilà, ça me permettait de mettre mes qualités d'explosivité, d'accélération et de force en application, plus que pour le sprint. Donc du coup, ça m'a permis de connaître de cette expérience-là. Je suis revenu après au sprint, après les Jeux de Salt Lake City, et puis de fil en aiguille, je suis rentré dans le rugby en Afrique du Sud, dans la province des Léopards à Potchefstroom, c'est à 2 heures de Johannesburg. Donc là, ça a été ma première expérience, et puis après, j'ai enquillé. Depuis, ça fait maintenant 23 ans que je suis dans le rugby. Donc j'ai beaucoup bougé. Voilà. Après l'Afrique du Sud, je suis parti aux Saracens. Après les Saracens, je suis revenu en France, donc à Pau, à la section paloise. Après j'ai bougé, je suis reparti en Angleterre aux Harlequins. Après à Cardiff. Et en même temps, là, t'avais commencé prépa physique. Ouais. Et après à Cardiff, au Pays de Galles. Après je suis arrivé au Biarritz Olympique, où j'ai connu une expérience de 5 ans, de 2009 à 2014. Après, je suis parti en Écosse, donc à Glasgow en Écosse, après à Toulon. Après, j'ai connu le niveau international avec le 15 de France de 2019 à 2023. Et puis, je suis arrivé après la Coupe du Monde 2023. Ouais, mais t'avais déjà Cyril qui était en place, etc., qui commençait à mettre ton programme en place. Ouais, alors moi, j'ai su très tôt, si tu veux, que je voulais finir après la Coupe du Monde. Ça a été un choix, c'était un choix de ma part. Donc de un an et demi avant la fin de la Coupe du Monde. Et puis j'étais chaud pour repartir à l'étranger. Et puis l'opportunité de Bordeaux est arrivée quand il y a eu des remous
À la fin de la période de Christophe Urios. Donc Yannick a pris le projet, et moi je connaissais Yannick depuis 2017, depuis Glasgow, on échangeait beaucoup. Et donc voilà, ça s'est fait plutôt naturellement. Puis Bordeaux, moi c'était un club que j'ai toujours regardé. Quand j'étais à Biarritz, je me rappelle en 2014, on était venu jouer, je crois, le dernier match de la saison. On s'était fait rouler dessus. C'était à l'époque où Biarritz était vraiment, c'était la fin, le club descendait, donc enfin la fin du top 14. Et j'avais vraiment aimé l'ambiance à Chaban, la culture du club, etc. Et du coup, je m'étais toujours dit, Bordeaux, c'est quand même un club qui va monter, qui va être un jour ou l'autre en haut de tableau. Et puis du coup, quand l'opportunité est arrivée, j'ai pas hésité longtemps. Après, il y a eu le fait aussi que j'habite au Pays Basque, donc du coup, c'est pas loin, c'est à côté. La ville est une super ville. Le projet m'a vraiment plu. Il y avait beaucoup de choses à faire. Je connaissais pas mal aussi. Ce qui a été aussi important pour moi, c'est que je connaissais aussi beaucoup de joueurs internationaux du club par rapport à mon expérience de 5 ans en équipe de France. Donc la méthodologie qu'on avait mis en place depuis 2019 avec le 15 de France, les joueurs la connaissaient, donc c'était plus facile pour moi d'arriver dans un club où, si tu veux, j'avais des joueurs qui étaient si tu veux, qui connaissaient ce qui allait arriver. Et ils allaient t'aider à porter le projet. Ils m'ont beaucoup, les cadres m'ont beaucoup aidé à porter le projet aussi. Donc du coup, pour moi, j'ai pas réfléchi 10 ans pour venir à Bordeaux. Après, j'avais une expérience à Bordeaux aussi en 2017. On s'était rencontré avec Laurent Marty, et c'était Rory Tig à l'époque. Moi, j'avais beaucoup accroché avec Laurent Marty. C'était quelqu'un qui, j'avais vu vraiment qu'il avait envie d'innover, qui voulait créer quelque chose de spécial ici. Bon voilà, ça s'est pas fait à ce moment-là. Et quand on s'est rapproché avec le club, c'était un peu plus facile parce qu'on s'est déjà rencontrés, on se connaissait, on avait déjà échangé pendant plusieurs fois, donc voilà, donc ça s'est fait. T'avais plusieurs accroches du coup, t'avais internationaux, Yannick avec qui t'avais déjà parlé, et Laurent en plus. Et Laurent que je connaissais un petit peu parce qu'on avait déjà échangé pas mal quelques années avant. Donc voilà, donc du coup c'était un petit peu pour moi une normalité de pouvoir venir à Bordeaux. Plus dans le côté prépa physique, etc., est-ce que tu trouves que toi, le fait d'avoir eu un peu 1000 vies d'athlètes, on le lit souvent dans la presse, c'est un peu comme ça qu'ils te définissent, ça t'aide beaucoup dans ce que tu mets en place? Oui, après ça a été... en fait, moi, ma vie, elle a toujours été faite de challenges, de me remettre en question, de ne pas avoir peur de faire complètement autre chose, de changer de sport, de pays, voilà, donc bon, là je t'avoue, maintenant j'ai 50, j'en aurai 51 dans quelques mois, et en fait toute cette expérience, si tu veux, de changer de mode de vie et de discipline, de voir différentes cultures, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte beaucoup. Parce qu'encore une fois, je trouve que ça ouvre l'esprit, ça te permet de ne pas avoir des certitudes sur les choses, d'être capable de t'adapter. Parce que, encore une fois, le sport de haut niveau et surtout le rugby professionnel, aujourd'hui, c'est pas quand ça va mal qu'il faut que tu changes, c'est d'être proactif et de pouvoir changer avant que ça aille mal. Mais souvent, en tant que Français, on a cette culture on a toujours fait comme ça, et puis ou alors on essaye de rien changer, mais on veut des résultats différents. Ouais. Et ça, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, alors il n'y a pas tout à apprendre chez eux, hein, mais il y a une chose qui est claire, c'est que chez eux, ils n'ont pas peur de changer les choses quand ça va bien, et de tout changer, voire même des fois c'est trop. Mais voilà. Et on se rend compte que c'est dur aussi pour des entraîneurs anglo-saxons ou des joueurs anglo-saxons de venir jouer en France, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire un copier-coller de ce qui se passe chez eux, parce qu'on a une culture complètement différente, on a une méthode complètement différente, on a un état d'esprit complètement différent. Alors il y a des choses à prendre chez eux, des choses à prendre chez nous, mais il faut l'adapter à la mode latine, française, etc. Mais je t'avoue que j'ai adoré. Alors maintenant moins, parce que tu vieillis, ça fait 23 ans que je suis dans la marmite, si tu veux, et c'est vrai que j'ai peut-être moins envie de repartir à zéro, de tout changer, etc. Mais tu dis que les anglo-saxons, ils ont vachement de bonnes choses à prendre, mais de l'autre côté, quand même, le top 14, c'est le meilleur
tournois au monde. Enfin, et c'est pas que les Français qui le disent, parce qu'on a beau être chauvin, on sait quand même faire la part des choses là-dessus. Les étrangers qui viennent ici le disent eux aussi. Pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça aujourd'hui? C'est comme ça parce que c'est déjà c'est le championnat le plus vendeur médiatiquement, c'est le championnat qui rapporte le plus d'argent, si tu veux, aujourd'hui dans le rugby mondial. C'est là où tu as le plus de public, c'est le plus suivi, etc. Après, dans mon domaine, physiologiquement, c'est le plus dur parce que t'enchaînes énormément de matchs de très haut niveau. Tu vois, là, on est parti sur un premier bloc de 9 matchs d'affilée. Après, t'as un petit peu de repos pendant la tournée de novembre, mais tu repars sur un match de 10 blocs. L'année dernière, on a eu deux blocs de 14 matchs d'affilée avec une semaine au milieu. Enfin, je veux dire, c'est très dur. Et c'est très dur aussi pour les joueurs étrangers quand ils viennent, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, si tu veux, d'enchaîner autant de matchs durs sans repos. Moi, j'ai fait tous les championnats de l'hémisphère nord, ouais. Et c'est vrai que les effectifs, c'est pas les mêmes. Tu peux reposer les joueurs sur des périodes plus importantes. Tu as quand même une grosse différence de niveau entre certaines équipes. Là, que tu ailles jouer chez le 13e, le 14e, le 12e, le 1er, le 3e, c'est des matchs de très haut niveau, c'est très dur, et c'est ça qui fait la différence. Mais non, c'est un championnat qui est très dur physiologiquement, mentalement, qui demande beaucoup tous les week-ends. Les semaines de travail sont importantes, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce qui te galvanise, toi, aujourd'hui, dans ton métier ? En fait, pour moi, c'est pas un métier, hein. C'est quelque chose que j'ai choisi, que j'ai choisi très jeune. C'est-à-dire que je savais qu'à la fin de ma carrière d'athlète, c'était ça que je voulais faire. Donc, je l'ai anticipé assez vite. C'est pas un métier pour moi, c'est une passion. Parce que quand tu fais ça, quand tu fais ce métier-là, ça peut être une passion. Si ce métier-là, c'est comme si tu allais bosser. Tu vois, tu fais tes 8h midi, 2h, 17h, c'est pas possible. Il faut que vraiment, c'est un état d'esprit, c'est pas la perf et le sport professionnel, c'est pas uniquement pendant tes heures d'activité au club, c'est une réflexion constante. Mais bon, voilà, si t'aimes pas ça, il faut pas faire ça. Moi, la grosse chance que j'ai eue, j'étais pas juste, si tu veux, cadré dans la France, c'est-à-dire que j'ai pu me permettre de pouvoir partir à l'étranger quand je devais le faire. Donc j'avais une fenêtre d'ouverture qui était plus importante. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir plus d'options, si tu veux, parce que je parlais anglais couramment, etc. Et du coup, quand tu changes de culture, tu reviens, tu repars. On a fait pas mal d'allers-retours, si tu veux. Au niveau familial, c'est très enrichissant, c'est sûr. Mes gosses parlent anglais couramment, etc. Mais par contre, et puis plus tu vieillis, plus c'est compliqué, si tu veux, tu vois. Il y a 25 ans, bon voilà, c'était plus facile de bouger tout le temps, etc. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Mais après, ce qui me fait triper, bien sûr, c'est cette adrénaline du week-end. Moi, j'aime avoir un coup près, c'est-à-dire parce qu'en plus, il faut pas se mentir, hein, aujourd'hui, dans le sport professionnel et dans le rugby professionnel, tu es jugé par les résultats du terrain. Tu peux raconter la messe en vendant une méthode, en disant oui, les joueurs ont progressé on a fait ça, mais si tu gagnes pas le week-end... si Pierre Beauchâteau il arrive à soulever plus que quand t'es arrivé, on s'en fout. On s'en fout parce que si tu veux, médiatiquement, si tu veux, au niveau crédibilité, au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau de tout le monde, à un moment donné, il faut gagner des matchs, c'est tout. T'es jugé si tu gagnes ou si tu gagnes pas. Être en symbiose, que ce soit centre de formation et pro aujourd'hui, c'est une volonté vraiment qui est assumée par le club. Oui, mais tu peux pas. Et tu vois, on a Bertrand Desdieux et Clément qui sont avec nous à plein temps. C'est-à-dire on est ensemble, ils interviennent aussi même avec les pros pour pouvoir aussi avoir cette vision transposée avec les jeunes. Quand on est arrivé, ils avaient une façon de fonctionner sur des semaines différentes de ce qu'on fait maintenant. Donc nous, quand on est arrivé, moi je suis arrivé en novembre, on a changé la physionomie des semaines. On s'entraîne différemment sur les journées, mais si tu veux, il fallait que c'est du sens et qu'aussi le centre de formation puisse se coller à ce que les pros faisaient. Donc on n'a pas pu le faire de suite parce qu'il fallait changer les écoles, les cours, les trucs, les machins. Donc du coup, on a attendu le mois de juin, et depuis le mois de juin, donc les jeunes sont aussi alignés sur la méthodologie des pros sur les journées. Donc c'est plus facile, on a pas mal de jeunes qui font les allers-retours.
tu as de plus en plus besoin de gifs. On va avancer où il faudra de plus en plus de gifs sur la feuille de match. Donc il faut que tu développes des joueurs de ton club, des jeunes. Donc voilà, encore une fois, la référence aujourd'hui, c'est Toulouse. On voit que depuis des années, ils gagnent tout chez les jeunes et que ces jeunes-là, ils les gardent et arrivent chez les pros. Et si tu veux, ils ont une abondance, profondeur de ces jeunes joueurs GIF français qui aident à justement ce que je disais tout à l'heure, à gagner des matchs quand les gros joueurs sont pas là. Et nous, il faut qu'aussi à l'UBB, on soit capable de pouvoir avoir une continuité de perf sur les gamins quand ils arrivent et qui arrivent chez les pros. Qu'il n'y ait pas une différence, si tu veux, de méthodologie entre le rugby, la perf, les attendus, les facteurs de perf et toutes les clés de performance entre ce qui se passe chez les jeunes et chez les pros. Il faut que ça soit une continuité et qu'ils soient familiarisés déjà très tôt avec ce qui se passe en haut en fait. Mais oui, non, c'est tout à fait normal. Dernière question, et après on arrête. Le public de Chaban, quelque chose, chaque joueur m'en parle et tout à chaque fois, leur première... Toi, tu fais partie du staff, mais j'imagine que ça compte quand même, non? Non, bien sûr que ça compte, bien sûr que ça compte. T'as 32 000 tous les week-ends à la maison. Moi, je te dis, j'ai fait beaucoup de clubs sur la terre et j'ai jamais vu un public déjà aussi nombreux, ça c'est sûr. À part au niveau international, évidemment, où tu joues dans des stades à 80 000. Mais si tu veux, quand tu arrives en club et que tous les week-ends à la maison, tu as 32 000 personnes qui sont comme des pecs pour soutenir les mecs, franchement, c'est top. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que tu joues une équipe de haut tableau ou de bas tableau. Le public il est tout le temps là et on sent les gens, même quand tu arrives avec le bus, tu vois, c'est top. J'avais connu ça un peu à Toulon, l'arrivée du bus avec beaucoup de monde, etc., Mayol, etc. Mais c'est vrai que l'ambiance à Chaban, à 32 000, c'est top. Tu as un public qui est jeune, parce que tu regardes dans les tribunes, c'est du public de famille, de jeunes, les mecs qui sont enthousiastes. Non, c'est top. Et puis, il y a un réel engouement, je pense, derrière les mecs. Tu vois, pour la ville, c'est top. Pour le club, c'est top. Et même nous, si on joue pas, mais ça te fout l'adrénaline, des frissons, c'est top. C'est sûr que quand moi, j'ai connu la période Covid avec l'équipe de France, quand tu joues dans des stades où il y a 5000, même pas 5000, 0 personne, si tu veux, c'est là où tu vois, si tu veux, la grosse différence du public. Le public est vachement important pour tout le monde, c'est sûr. Donc après, le gros truc, tu vois, tu peux avoir des publics, beaucoup de monde, et puis des publics où il n'y a pas beaucoup d'ambiance. J'ai connu des matchs au Stade de France où tu as 80 000, mais il ne se passe pas grand-chose. Mais là, si tu veux, ce qui est top, c'est que ça fait du bruit, ça bouge, les gens sont acteurs aussi. Donc non, franchement, l'ambiance à Chaban, c'est magique, quoi. Mais tu peux pas... moi, si j'étais joueur, ça me foutrait au plafond, ça c'est sûr, quoi. Ouais. Donc non, il n'y a pas un joueur qui va te dire... ah non, le public, on s'en fout. Non, ça n'a rien à voir. C'est quand tu as 32 000 tous les week-ends, puis c'est ça en fait, c'est que tu peux avoir des affiches avec beaucoup de monde et puis moins, et puis toi, ça peut être vachement en alternance. Là, t'es en guichet fermé tous les week-ends, quoi. Ouais. Merci beaucoup Thibaut pour cette interview super intéressante. Et puis quant à nous, on se retrouve pour le prochain podcast en bord terrain, lors de notre futur match à domicile face à la section paloise le 26 octobre à 14h30. Les places sont déjà disponibles sur la billetterie. On vous attend nombreux.